Dans notre podcast qui s'appelle L'autisme, les informations de base, on mentionne rapidement un concept qui est les intérêts spécifiques et aujourd'hui on avait envie de s'y attarder un peu plus. Chez les personnes autistes, un intérêt spécifique, c'est tout simplement un intérêt très marqué pour un sujet qui persiste dans le temps. Pour certaines personnes, ils sont développés dans l'enfance, mais ils peuvent aussi être découverts plus tard dans la vie. Une personne peut avoir plusieurs intérêts spécifiques, en abandonner un pour une période et s'y réintéresser plus tard, etc. Tout est possible. Il y a 90% des personnes autistes qui ont un intérêt spécifique. Dans le fond, un intérêt spécifique, c'est assez proche d'une passion. Ce qui peut être un peu différent, c'est la forme que ça prend. Généralement, ça implique de passer énormément de temps à s'investir dans le sujet, en faisant des recherches approfondies, en développant des compétences pratiques, en collectionnant des objets en lien avec le sujet, etc. Pour les personnes autistes, les intérêts spécifiques viennent souvent avec une hyperfixation. C'est une forme d'investissement qui est très intense, qui peut amener à complètement perdre la notion du temps et oublier ce qui se passe autour, et avoir de la peine à se concentrer sur autre chose pendant une période. Même si c'est pas obligatoire pour définir un intérêt spécifique, les gens deviennent très souvent un peu experts dans leur sujet de prédilection et ils aiment tout savoir dessus. Contrairement aux neurotypiques, les personnes autistes, elles n'ont pas besoin que le savoir soit utile ou utilisable plus tard. Elles s'intéressent à leur sujet sans avoir besoin de le rentabiliser, ce qui peut paraître un peu futile pour les personnes extérieures. Contrairement à beaucoup de hobbies qui sont pratiqués en groupe, les intérêts spécifiques ils sont souvent cultivés individuellement, même si en général les autistes sont très contents de pouvoir partager leur intérêt spécifique en racontant tout ce qu'ils savent dessus dès qu'ils se sentent un petit peu en confiance. Un intérêt spécifique, c'est aussi un moyen de se réguler émotionnellement. Pour beaucoup de personnes autistes, se concentrer sur ces intérêts spécifiques, ça apporte beaucoup de joie et des fois un sentiment d'accomplissement. Dans les périodes stressantes, ça peut aussi être utilisé pour se distraire et se rassurer parce que c'est quelque chose de familier. Au départ, le terme qui était utilisé pour désigner les intérêts spécifiques, c'est intérêt restreint, mais il est de plus en plus abandonné parce qu'il a une connotation négative. C'est pas parce que quelqu'un est passionné par un sujet et s'investit énormément dedans qu'il est nécessairement fermé au reste. Pendant longtemps, les professionnels qui travaillaient avec des enfants autistes, ils conseillaient de limiter autant que possible l'investissement dans les intérêts spécifiques pour cette raison, mais de plus en plus, on se rend compte qu'ils sont bénéfiques, puisqu'ils permettent aux gens de réguler leurs émotions, mais qui peuvent aussi être utilisés pour créer des liens et améliorer les compétences sociales. Ils peuvent aussi permettre de développer des compétences très concrètes qui peuvent se transformer en carrière par la suite. Contrairement à la croyance de base, qui était que les autistes sont trop absorbés par leur intérêt spécifique pour s'intéresser au reste, les études qui ont été faites sur le sujet, elles montrent que les autistes ont en moyenne plus de centres d'intérêt que les neurotypiques, donc le terme intérêt restreint, il est réducteur et représente mal la diversité des intérêts. Donc en résumé, un intérêt spécifique, c'est un intérêt qui est très intense pour un sujet sur le long terme, qui vient avec un très grand investissement en temps et en énergie, et qui aide à la régulation émotionnelle. Les grosses différences avec une passion ou un hobby, c'est le type de sujet, l'intensité et le temps qui y est dédié, son rôle dans la vie de la personne et la manière dont ils sont approchés. Maintenant, on va un petit peu discuter de nos propres intérêts spécifiques. Est-ce que tu veux te présenter ? Volontiers. Alors, je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans, je suis à l'université. Et je pense que pour parler de mes intérêts spécifiques, il y en a quand même deux principaux. Un qui est les animaux, principalement tous ceux qui sont marins et océaniques. Et un deuxième qui est plus historique sur les institutions totalitaires et ce genre de régime particulier du XXe siècle. Voilà. Et je sais pas si toi tu veux nous parler un peu des tiens. Alors moi, j'en ai plusieurs, mais je dirais que le plus défini et simple à présenter, c'est tout simplement l'ère victorienne. Voilà. À quel âge est-ce que tu l'as découvert ? Comment est-ce qu'il s'est développé ? Alors je pense que pour tout ce qui est des animaux, c'était assez tôt, principalement parce que dans ma famille, c'était assez mis en avant, par exemple les documentaires animaliers, on allait aussi au musée, aux zoos, ce genre de choses. Et j'avais aussi beaucoup d'encyclopédies pour enfants, avec plein d'images. Après, pour ce qui est des institutions totalitaires, c'est venu plus tard quand même. Donc, je sais pas, je dirais vers 12-13 ans quand même. Ok. Ce qui est pas si tard que ça, mais voilà. Mais oui, les animaux, c'était quand même assez jeune. Et j'ai eu un peu des phases. D'abord, les animaux, enfin, les mammifères, tout ça. Après, les dinosaures. Après, les animaux marins. Ça a varié, mais c'était quand même assez jeune. Toi, c'était aussi à peu près jeune ou plus tard, parce que c'est quand même assez complexe comme sujet. Moi, en fait, j'ai découvert la littérature gothique qui date du coup de l'ère victorienne à l'école obligatoire parce que en dernière année, donc vers 14 ans, on a lu beaucoup de nouvelles fantastiques. Et du coup, c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, à cause de l'ambiance, de l'esthétique, et enfin, il y a quand même beaucoup de thèmes qui me parlaient là-dedans. Et du coup, ça a un peu ouvert mon intérêt là-dessus. Et après, ça s'est un peu fait naturellement. Au fil du temps, j'ai commencé à un peu regarder des séries qui se passent à cette époque-là, et bien aimer toujours l'esthétique, les objets et tout ça.
Et en fait, c'est au fil du temps que j'ai remarqué que mes intérêts, il y avait un truc en commun qui revenait régulièrement, et c'était que ça datait de cette période-là. Et du coup, j'ai pas consciemment commencé à chercher des informations sur ça, mais ça s'est développé petit à petit, et j'ai fait Il y a un point commun. il y a un point commun. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu mettre un peu le doigt dessus. Enfin, j'ai commencé à avoir un peu aussi des connaissances historiques, forcément, et sur les vêtements et ce genre de choses. C'est quelque chose que j'ai commencé un peu à implanter dans ma vie, comme ça, en lisant beaucoup, toujours de littérature gothique. C'est toujours ce que je lis le plus. Enfin, ça influence, je pense, pas mal juste mes goûts esthétiques, donc ma décoration d'intérieur, mes vêtements et ce genre de choses. Ça fait un peu partie semi-discrètement du coup de mon quotidien. Et du coup, pour toi, comment ça se manifeste dans ta vie, ton intérêt spécifique? Alors, pour tout ce qui est des animaux, c'est globalement pareil, c'est très diffus dans mon environnement de manière générale. Après, ça peut m'arriver d'avoir des périodes un peu d'hyperfixation si je découvre un nouveau sujet particulier qui va m'intéresser. Ça peut être une famille d'animaux, un animal, des capacités particulières, des trucs évolutifs. Je peux un peu hyper fixer dessus et genre juste faire beaucoup de recherches, mais ça arrive moins, enfin, c'est moins commun que de juste être content parce que j'ai vu une tortue, voilà. Mais après, pour tout ce qui est un peu historique, bien sûr que c'est beaucoup moins diffus dans mon quotidien, ce qui est assez logique, ça serait louche si les institutions autoritaires étaient diffuses dans mon quotidien. Oui, ce serait un peu triste, quoi. Voilà. Donc ça passe aussi beaucoup par des documentaires, des lectures spécifiques, et des conversations aussi avec les gens. Mais c'est pas... je passe rarement quand même des nuits à chercher sur un sujet ou à intégrer, à avoir des petits classeurs avec plein d'infos dedans. Oui. Ça, c'est un peu cliché quand même. Oui. C'est vrai que personnellement, ça m'arrive quand j'ai une... En fait, en consommant des trucs sur le sujet, de type série ou livre, je vais des fois avoir des questions qui me viennent très précises, et du coup faire des recherches approfondies sur un sujet très précis. Je sais que par exemple, une fois, j'ai commencé à me poser des questions sur comment ça se passait un certain événement dans une certaine classe sociale à l'ère victorienne. Je suis d'ailleurs venue te demander ton avis. Et du coup, là, forcément, je vais commencer à faire des recherches un peu plus approfondies de travaux académiques ou de trucs comme ça. Mais c'est vrai que dans mon quotidien, je vais pas passer des heures à faire des recherches sur un sujet. Je vais plus juste beaucoup apprécier ça, et c'est quelque chose qui va revenir sans que ce soit de la recherche à proprement parler. J'ai l'impression que la recherche, elle se fait sur une question particulière qui est souvent déclenchée par quelque chose qu'on a vu, qu'on a lu, plutôt qu'une sorte de recherche globale. Enfin, généralement, on a déjà un peu le panel global de connaissances et juste on rajoute des trucs très très précis dessus. C'est vrai que c'est rare que tu sois en train de vivre ta vie ou être avec des gens et que tu dises « Oh, je vais maintenant aller lire pendant 4 heures des articles aléatoires sur le sujet. » C'est vrai. Ça n'arrive pas. Pas vraiment, non. Enfin, pas chez moi. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des moments d'hyperfixation, donc des moments où tu vas être très très concentré sur ton sujet et pas faire autre chose, ou pas trop? Alors pas trop, déjà parce que j'ai une capacité de concentration un peu limitée quand même. Et ça peut m'arriver... Enfin, je suis pas très difficile à intéresser, donc dès le moment où on me présente un sujet un peu intéressant, je vais pouvoir me mettre dedans. Mais je vais pas être plus focus sur un livre... pour lire un livre sur les poissons que pour lire un livre sur l'astronomie. Du coup, à peu près pareil en vrai, parce que, en fait, par rapport à mon intérêt spécifique, j'ai l'impression de pas faire beaucoup d'hyperfixation. Genre, justement, je vais pas passer des heures et des heures à lire des articles sur le sujet, même si rarement. Mais par contre, je vais avoir des périodes d'hyperfixation. Je crois que c'est beaucoup sur des livres, pour moi en tout cas, des livres ou des films, je crois. Je vais découvrir ou redécouvrir un truc que j'aime beaucoup, et consommer des heures et des heures et des heures de vidéos YouTube, et je peux regarder des vidéos que sur ça pendant une semaine et pendant des heures d'affilée faire ça. Alors en général, je fais autre chose en même temps, genre du dessin ou du crochet. Mais ouais, je vais passer beaucoup de temps là de cette manière-là, oui, mais ça va juste plutôt être des périodes qu'un moment. Et en fait, je sais que je suis en train de le faire, c'est pas... j'ai pas conscience. Les moments où je suis tellement absorbée par mon activité que je me rends plus compte de ce qui se passe autour, ça m'arrive plus quand je fais du dessin, je dirais, où je commence mon dessin, je relève la tête, il y a 2 heures qui ont passé, je me dis « Oh, peut-être que je devrais aller aux toilettes ». Je continue encore un petit moment. Et en fait, quand je relève encore la tête, c'est 5 heures plus tard, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je suis pas allée aux toilettes, et en fait, il est 22 heures. J'ai pas des... C'est pas spécifiquement sur mes intérêts, forcément. Moi, vraiment pas non plus, mais par contre, ça peut m'arriver de... Si je découvre un nouveau truc, je peux avoir très très envie d'en parler. À plein de gens. Je vais avoir très très envie de dire « J'ai appris ça !» et de le dire à tout le monde, même si ça les intéresse pas. Et du coup, ça va durer en fait, jusqu'à ce que j'ai dit à n'importe qui disponible. Donc c'est de l'hyperfixation de partage de l'info cool. Mais est-ce que du coup, tu sélectionnes pas du tout les gens à qui t'en parles?
Alors si, quand même, parce que des fois j'ai des infos un peu inutiles quand même. Mais dans mon groupe social, on a quand même beaucoup de neuro-A et de gens même autistes. Et du coup, on fait quand même pas mal de... Enfin, une majorité de nos conversations sont au final juste de l'info-dump, de juste son intérêt spécifique de quelqu'un. Mon intérêt spécifique est genre juste ça s'échange des infos. Donc là, je sais que c'est aussi un milieu où c'est très ok et très ouvert de genre juste arriver et donner une info. Personne n'a rien compris, personne ne sait d'où ça sort, tout le monde est content. Et je sais que c'est quelque chose d'assez utile aussi socialement, et moi je suis très contente toujours de pouvoir en parler. Et les gens en général de ce groupe-là font l'effort d'être intéressés, même s'ils comprennent rien, ils font l'effort. Ce qui est très gentil. Et moi je suis toujours très contente quand eux me partagent des trucs aussi que je comprends pas parce que c'est trop compliqué. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez commun de créer du lien social comme ça. Oui. Alors personnellement, je vais surtout partager justement avec d'autres personnes autistes ou des gens très très proches. Bon, c'est pareil en fait. Mais, du coup, oui, enfin, je vais pas juste le raconter à n'importe qui parce que j'ai pas envie de le raconter à n'importe qui. Je n'ai pas envie que Gérard aléatoire sache ça. Enfin, c'est plus, enfin, c'est pas une information personnelle, mais c'est un moment presque un peu d'intimité où tu vas justement raconter ce truc qui tient énormément à cœur à quelqu'un. Du coup, si je le fais pas avec n'importe qui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, même si tu comprends pas ce que la personne t'explique, tu vas juste être très content de pouvoir l'écouter, en fait, de voir qu'il est content de raconter son truc, et du coup, c'est pas grave qu'on comprenne pas tout. Ah oui, parce qu'en plus, on le fait, enfin, en tout cas, moi et toi, visiblement pareil, on le fait pas avec des gens aléatoires. C'est quand même un truc de proximité, et souvent, tu montres un peu une partie de toi qui est importante, et que c'est un truc que t'apprécies. Et du coup, il y a un peu un truc de vulnérabilité aussi, selon la réaction de la personne. Et donc, chez l'autre, il y a ça aussi. Et donc, c'est vraiment une expérience un peu de création de lien, quand même, il me semble. Oui. Est-ce que t'as des gens qui t'ont parlé de leur intérêt spécifique, et du coup, toi, ça t'a développé un intérêt pour ça, ou pas trop? Alors, non, pas directement. Après, je suis vraiment pas difficile à intéresser. Ça m'arrive des fois que quelqu'un me raconte quelque chose, je comprends rien, et du coup, je suis obligée d'aller demander à Google. Et après, au final, je me perds un peu sur Google. Mais ça m'arrive aussi que des fois, je parle à quelqu'un de son sujet, son sujet de prédilection, et que je voyais pas de lien avec aucun de mes sujets, mais au final, il y a quand même des recoupements. Et je fais, ça ouvre un nouveau pan de mon sujet, en fait, que j'avais loupé. Voilà. Mais c'est rare que mes intérêts à moi soient modifiés ou qu'on en rajoute, ça arrive. La liste est quand même relativement stable dans le temps. En faisant mes recherches, je suis tombée sur une chercheuse qui disait que, contrairement aux neurotypiques, on n'a pas besoin que le savoir qu'on accumule, parce que c'est un peu ça qu'on fait au final, il soit utile après. Et elle donnait l'exemple des Pokémon, quelqu'un de neurotypique qui est fan des Pokémon va peut-être collectionner les cartes, bien connaître les noms et jouer avec ses amis. Contrairement à une personne autiste qui va par exemple apprendre des dialogues entiers par cœur, des années de sortie, mais genre vraiment tout par cœur, apprendre tous les Pokémon. Enfin, c'est vraiment genre. En fait, il y a des choses qui paraissent inutiles. Connaître par cœur toutes les dates de sortie de tout, c'est pas vraiment nécessaire et ça va pas être utile par exemple dans une conversation. C'est pas une information qui va te permettre d'échanger ou quoi, mais nous en fait ça nous parle quand même, on a quand même envie d'amasser ce savoir même s'il sera pas rentabilisé après. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle? Alors oui, pas mal. Principalement parce que la majorité de mes connaissances sont parfaitement inutiles pour des conversations sociales. Ça ne sert à rien de savoir le nom latin du piranha. Il n'y a aucun moment où je peux utiliser cette compétence. Tu peux nous dire le nom? Picocentrus ocellatus. Merci. Voilà. Donc la majorité de mes connaissances sont parfaitement inutiles, mais j'aime juste bien savoir. J'aime bien savoir les infos. Et j'ai l'impression aussi que il n'y a pas de fin au puits de trucs d'infos que je peux mémoriser. Je vais tout mémoriser, je veux tout savoir. Et après, si des gens me répètent des infos, je suis contente parce que je savais déjà. Il n'y a pas d'impression de déjà vu, je suis juste là, ouais, c'est trop bien. Et aussi, je suis toujours très contente quand je peux aussi, après, parler aux gens. J'adore en parler aux gens. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'on a souvent aussi des intérêts un peu niche, un peu qui ont l'air de sortir de nulle part pour le commun des mortels, et du coup, même si les infos qu'on amasse, elles pourraient être utiles, en fait, dans la vie de tous les jours, on trouve personne avec qui on peut avoir une discussion, parce que personne ne sait autant de trucs que nous sur notre sujet dans la vie de tous les jours, et du coup, enfin, même si les savoirs sont pas en eux-mêmes toujours inutiles, il va pas y avoir d'application pratique à ce qu'on a appris. Mais du coup, enfin, même si on apprend des choses qui, en soi, genre le savoir en lui-même n'est pas inutile, même si on apprend des trucs qui sont inutiles, en fait, le fait d'apprendre, c'est pas forcément pour pouvoir en parler après, parce que y a pas on pourra pas non, forcément y a pas en de parler finalité, après.
à l'espèce de collection d'infos qu'on fait. C'est juste bien. Voilà, juste On est content. On est très contents. De manière générale, nous sommes contents. Donnez-nous des infos, on les prend, on est contents. En parlant de collectionner des infos, est-ce que tu fais des collections tout court? Alors oui, c'est un peu... des fois c'est un peu dramatique parce que, par exemple, les peluches, je les amasse un peu quand même beaucoup. T'as combien de peluches? 81. Ça, il faut une grande chambre, voilà. Et c'est que le début, malheureusement. Comment tu sais que tu as 81 peluches? J'ai un tableau Excel. D'accord. Voilà. Merci. Mais ça va... Enfin, du coup, les peluches, il y a aussi les livres. Je fais un peu des piles, des bibliothèques. Voilà. Mais aussi les objets anciens qui viennent de brocante. J'adore les brocantes. Tout ce qui est un peu joli, qui brille. Voilà. Tu es une pile. Un peu. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'amasse. J'aime bien avoir des objets, j'aime bien avoir des choses. J'aime bien quand il y a plein de trucs partout. Et que en plus, des fois, après, pour les objets ou pour le livre, après, il y a des gens, ils viennent chez moi, je peux en parler. Mais toi, c'est un peu pareil. Je suis chez toi, je vois chez toi. Moi, j'ai la même chose avec les livres. Mon exemple, je pense, le plus frappant, c'est que j'ai 7 éditions différentes de Alice au Pays des Merveilles. Et la seule raison qui fait que je n'en ai pas plus, c'est que je n'ai pas les moyens d'en acheter plus actuellement. Mais j'en achèterai plus, j'en posséderai plus, je les veux tous. Voilà, c'est pas forcément très rationnel, ça sert pas à grand chose, mais juste je suis très très heureuse d'avoir mes 7 éditions d'Alice au Pays des Merveilles. Et je les aime énormément. En fait, je pense que, sur l'utilité des choses, je pense que pour le commun des mortels, avoir 7 éditions du même bouquin, c'est parfaitement inutile. Mais nous, on est très heureux parce qu'il n'y a pas les mêmes... C'est pas les mêmes images dedans. Il n'y a pas les mêmes illustrations, c'est pas la même interprétation, c'est pas la même mise en page, et du coup, c'est très différent. Oui. Alors que... On pourrait acheter des nouveaux livres, mais on ne le fait pas. Nous, on veut ce livre. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas, à proprement parler, ton intérêt spécifique, mais qui reviennent régulièrement? Il y a des choses qui reviennent assez souvent, notamment esthétiquement, parce qu'elles sont principalement esthétiquement satisfaisantes. Ça peut être des choses vraiment un peu basiques, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les papillons de nuit. Je ne sais vraiment rien des papillons de nuit, à part qu'ils aiment la lumière et qu'ils sont poilus. Vraiment, ça s'arrête là. J'aime cette définition des papillons de nuit. Et j'aime bien avoir des infos sur les papillons de nuit, mais c'est pas particulièrement un intérêt spécifique. Ou alors des formes de... Mais les peluches, c'est un peu ça aussi. Esthétiquement, ça me plaît, ça me rend très heureux. Ça revient souvent. Les vêtements aussi, tout ce qui est un peu de la mode, j'aime bien savoir. J'aime bien, mais c'est pas des intérêts spécifiques. Ouais. Toi, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, ouais. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui reviennent de temps en temps. Après, il y a des choses, j'arrive pas à savoir si c'est mon intérêt spécifique ou pas. Par exemple, la psycho et la socio. J'adore ça, j'en ai fait à l'université. Je n'arrête jamais de m'y intéresser, mais je ne sais pas à quel point c'est juste un centre d'intérêt ou si c'est vraiment, à proprement parler, un intérêt spécifique. Après, j'ai l'impression que beaucoup de gens autistes développent un intérêt très marqué pour la psychologie, et je me demande si c'est pas parce qu'on essaye désespérément de comprendre comment on est censé fonctionner. Et du coup, pareil, esthétiquement, personnellement, c'est les champignons. J'en dessine, j'en peins, j'en crochette, j'en ai en poster dans ma chambre, j'ai un tatouage, j'en ai partout tout le temps et j'adore ça, ils me rendent extrêmement heureuse, ils sont très mignons. Et ça dure depuis bien une décennie que j'adore ça, mais je ne sais rien sur eux scientifiquement, et honnêtement, je m'en fiche un peu, ils sont juste incroyables visuellement. Et du coup, c'est pas vraiment un intérêt spécifique, mais c'est partout dans ma vie, et tout le monde sait que j'adore les champignons. C'est vrai. En fait, j'aime tellement les champignons, un truc random qu'on ne voit pas tous les jours, que tout le monde sait que j'aime ça, donc c'est quand même, ça montre à quel point c'est présent dans ma vie. On a quand même parlé du fait qu'on était très contents quand on pouvait avoir accès à nos intérêts spécifiques et les pratiquer, etc. Est-ce que si tu peux pas pendant une période, tu vas te sentir mal, comme ça peut être le cas pour certaines personnes? Alors moi, pas. En tout cas, ça fonctionne très peu comme ça chez moi. Notamment parce que si je vais pas bien, beaucoup d'autres mécanismes de régulation plutôt que ça. Enfin, comme on l'a dit tout au début, c'est aussi des intérêts qui sont quand même pas mal diffus. C'est pas une période d'hyperfixation. C'est plus quelque chose de diffus où je suis content un peu tout le temps. Et après, je croise une peluche, je suis là, hé, voilà. C'est plus un peu l'intérêt spécifique où les collections elles vont juste apporter un peu des pics de dopamine où je suis là genre hé, je vais acheter un nouveau truc, voilà. Toi, c'est pareil ou t'as... moi, c'est un peu pareil parce que justement, j'ai trouvé le moyen de faire que ce soit présent un peu régulièrement dans ma vie. C'est rare qu'en fait, j'ai pas le temps du tout de lire un livre ou de voir une image d'une certaine esthétique ou de... Enfin, c'est chez moi, c'est mon intérieur, donc forcément, c'est toujours un peu là. Et ce que je peux ressentir, c'est des fois si j'ai une grosse hyperfixation, par exemple, justement, sur ma consommation d'heures de vidéos YouTube sur un sujet, et que pendant 3 jours, je peux pas, ça va peut-être un peu me frustrer parce que j'aurais envie de faire ça plutôt que ce que je suis censée faire. Mais c'est tout à fait gérable. Après, je pense que ça dépend aussi du
degrés de besoin d'assistance. Enfin, pour les autistes de niveau peut-être 2 et 3, peut-être que c'est plus difficile de se réguler par rapport à ça. Et nous, puisqu'on est niveau 1, en fait, ça va, on gère et c'est pas handicapant. Après, je me rends pas compte comment ça peut impacter les différentes personnes à ce niveau-là. Pour finir, est-ce que tu peux partager un fun fact sur ton intérêt spécifique ? Avec un grand plaisir. Avec une joie non dissimulée. Voici maintenant une information, pas forcément inédite, mais une information quand même. Il y a une seule chose qui différencie n'importe quelle espèce de requin de n'importe quelle espèce de raie, biologiquement, c'est la position des branchies. Les requins, ils ont les branchies sur les côtés, tandis que les raies, elles ont les branchies dessous. Voilà. Et donc, ton info. Mon info. Alors, à l'ère victorienne, les parents qui avaient des moyens aimaient bien avoir des photos de leurs enfants. Et pour des raisons que je ne connais pas, ils voulaient des photos, des fois, avec que leurs enfants. Et du coup, quand ils voulaient des photos de leurs enfants qui étaient très petits, genre des bébés, pour que l'enfant ne soit pas en train de tomber tout seul sur la photo en détresse, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait l'enfant sur les genoux de la maman, mais il lui mettait un gros tissu sur la tête à la maman pour pas qu'on la voie sur la photo. Et ça fait un résultat très marrant où il y a juste une figure un peu fantomatique qui porte un enfant, et dans leur tête, ça voulait dire que la maman était pas sur la photo, et c'était mieux que de faire une photo directement les deux. Et je trouve ça très drôle, parce que les photos sont ridicules, et un peu flippantes à la fois. Voilà, c'est tout. C'est très utile.